Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de choisir Espace TV pour vous informer au sommaire de ce 22h. Après 2 semaines de congé, les élèves et encadreurs ont repris ce lundi les chemins de l'école. Le mot d'ordre de grève lancé par l'intercentrale syndicale de l'éducation pour ce 25 avril a lui été peu suivi, notamment dans les préfectures de Kindia et Kankan. Les populations de Douansi dans le district de Kassonia ont protesté le week-end dernier contre une présumée tentative de vente de leur seul et unique marché. En colère, elles ont empêché la circulation pendant plusieurs heures pour se faire entendre. Dans l'angle de ce lundi, on s'intéresse aux habitants de Kassingea. Dans la sous-préfecture de Manéa, la présence au sein de leur localité d'une carrière de granit exploitée par des opérateurs chinois ne les rassure pas. Les travaux exercés sur le site provoquent des fissures sur les murs des habitants. Idriss Abari nous y conduit et c'est l'angle de ce lundi. Voilà pour le sommaire, les détails c'est juste après cette virgule. Bienvenue à tous. Le Conseil national de la transition a remis le rapport de sa mission d'écoute des citoyens au gouvernement. Le document avait été adopté en plénière avant la cérémonie de transmission. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a représenté le président de la transition au Palais du Peuple ce lundi. En retour, les conseillers nationaux demandent au gouvernement de procéder à la présentation de sa feuille de route. Mahmoud Boulere Diallo et Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. C'est la première mission du président de la transition confiée au CNT qui vient de s'achever. La collecte des avis des citoyens. Les conseillers nationaux ont compilé les idées recueillies dans ce rapport d'une 60aine de pages pour transmettre aux mandataires. Il sera mis à la disposition du public sur autorisation du président de la transition. Nous avons touché directement près de 20 000 personnes issues des partis politiques, de la société civile, des syndicats, des commerçants, des hommes de métier, les sages, les religieux, les administrateurs décentralisés et déconcentrés, les délégués des districts et des sous-préfectures, les artistes, mais surtout les forces de défense et de sécurité. Puisque le contrôle de l'action gouvernementale est l'une des prérogatives de cet organe législatif de la transition, le CNT demande le document de base du gouvernement pour une visibilité dans ses actions. C'est l'occasion solennelle de nous adresser au chef du gouvernement pour qu'il puisse transmettre au CNT la feuille de route du gouvernement de la transition. Les membres du gouvernement et ceux du CNRD présents dans la salle, à travers son ministre, ont pris des notes du discours du président du CNT. Je transmettrai ce rapport également à qui de droit, en l'occurrence le président de la transition, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, qui veut que tout change dans ce pays, dans l'intérêt de nos concitoyens. Alors le document des rapports est déjà adopté par les conseillers nationaux. Aujourd'hui, il est transmis au gouvernement par le canal du ministre de la Sécurité, vous l'avez écouté. Il reste maintenant l'aval du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, celui-là même qui avait demandé aux conseillers nationaux d'aller vers les citoyens, les interroger sur comment ils veulent, comment ils pensent de la gestion de cette transition pour qu'elle soit une réussite, surtout qu'elle soit la dernière en Guinée. C'est le souhait quand même émis par tous ceux qui se sont intervenus ici, et c'est le souhait que le président lui-même a toujours émis depuis qu'il a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Chaque année, 1000 cas de décès sont enregistrés en Guinée sur 2 millions de personnes touchées par le paludisme. En cette journée dédiée à la lutte contre le paludisme dans le monde, l'occasion est mise à profit par le PNLP de faire la situation de la maladie qui peine à être éradiquée sur le territoire. Ali Badra Kamara, Yacouba Traoré, reportage. En Guinée, ce sont 2 millions de personnes qui sont atteintes de paludisme. Des chiffres revus à la baisse ces dernières années grâce à une politique d'élimination de la maladie. Nous constatons que si nous comparons les 2 années, il y a une diminution depuis 2017 des cas de positivité de 63% à 57%. Dans le pays,
Au moins 1000 cas de décès sont enregistrés chaque année. Selon les derniers chiffres, les régions de Kankan et Zérékoré sont les plus touchées, avec 450 000 cas par an, 35 000 pour la capitale Conakry. Ce que nous savons, il y a beaucoup plus de moustiques qu'on appelle des nuisances, les culesses, qui parlent beaucoup, qui empêchent à ce qu'on dorme, mais ils piquent aussi. Mais il y a moins d'anophèles qui transmettent la maladie à Conakry. Par contre, à Zérékoré, si vous prenez 10 moustiques, il y a 9 qui transmettent la maladie. Comparativement à Conakry, par exemple, tu peux avoir 100 pour trouver que 2. Dans les centres de santé du pays, les cas suspects du paludisme sont diagnostiqués et traités. Mais le constat révèle que certains agents font payer la prise en charge aux patients, un des facteurs qui maintiendrait le phénomène en Guinée. C'est le lieu d'interpeller la population sur leur droit, de le réclamer. Mais vous aussi, nous voulons passer par vous pour faire une communication à large spectre pour que ces agents de santé soient dissuadés de leur mauvais comportement de faire payer les soins et les prestations de services parce qu'ils sont rendus gratuits par l'État et les partenaires de développement. En Guinée, 78% des femmes enceintes sont approvisionnées de moustiquaires, mais beaucoup reste à faire pour ce qui est de leur utilisation dans les ménages. Et le paludisme est causé par une espèce de moustique qu'on appelle Anophèle femelle, un insecte qui colonise les zones insalubres comme Bonfi et Hermakono où les ordures dictent leurs lois aux habitants. Mamadou Saliouba, Ibrahim Sori Kamara. Comment lutter contre le paludisme quand nous vivons dans l'insalubrité? Ici, nous sommes à Bonfi Marché, dans la commune de Matoto. Difficile pour nous de dire que c'est le quartier le plus sale de Conakry, mais ici, l'insalubrité, ce n'est pas qu'au bord de la route. Dans les foyers, parfois il faut avoir les poumons bien accrochés. Partout, des eaux stagnantes, des WC remplis, des poubelles à ciel ouvert. Ici, le palu ne quitte jamais les habitants. Ça là, il était malade. Ça fait 2 jours maintenant, 3 jours maintenant, il est malade. C'était le palu. Et les petits enfants aussi, ils ont parti au marché. L'autre là aussi, ce sont les palus. Dans le quartier, l'insalubrité est telle que rien ne protège les enfants de l'anophèle femelle, le moustique responsable du paludisme. Il y a les ventilateurs, il y a les climatiseurs ici, mais ça ne va pas nous arranger. Il y a deux enfants qui sont tombés malades ici. C'est le paludisme qu'on nous dit. Bonfi Marché serait-il le paradis des moustiques? À plusieurs mètres de là, Hermakono, un quartier de la commune de Matam où prospèrent moustiques et microbes. Ici, les habitants ont dû être préventifs, mais souvent, difficile de tenir en échec les moustiques. Le palu ne finit pas. Tu ne vois pas cet enfant, il est malade. Nous venons de l'hôpital. Il y a trop de moustiques. Il souffrait du palu. Sur les produits qu'on nous donnait à l'hôpital, le moustique y était même représenté. La pauvreté, l'insalubrité, il n'est pas aisé de lutter contre le palu. Dans cette structure de santé du quartier, on reçoit par jour 3 à 4 malades du palu. Le ministre de la Santé a déclaré la semaine dernière l'apparition de la fièvre de Lassa dans le sud du pays, précisément dans la préfecture de Guékédou. Un cas confirmé a été enregistré et des contacts identifiés. Il a fait savoir à travers un communiqué lu vendredi soir sur les médias d'État. La rédaction a joint au téléphone le laborantin qui a identifié le cas confirmé. Rosaline Gauthier-Monemo décrypte les images. La patiente est une jeune dame de 17 ans. Elle a été testée positive à la fièvre hémorragique de Lassa le 20 avril dernier dans un laboratoire de Guékédou et confirmée à Conakry. La malade est traitée dans un centre de prise en charge épidémiologique, à Guékédou. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, aucune source de contamination du cas index n'a été, connue. Est-ce que c'est dû au réservoir naturel ou est-ce que c'est une infection interhumaine? On ne peut pas pour le moment vous le déterminer. Une investigation est en cours dans la localité. Pour le moment, aucun autre cas suspect n'a été décelé dans la communauté. Ce laborantin
invite les citoyens à accompagner l'équipe sur le terrain. Je crois que cette synergie de travail, je veux dire, pourra aider également les équipes de terrain à gagner sur cette maladie. En outre, nous rappelons également à tous les citoyens guinéens à mettre en pratique les mesures d'hygiène sanitaire, notamment l'assainissement de nos locaux, aussi dans nos secteurs, tout comme dans nos quartiers. Il faut mettre également en place les mesures nécessaires pour lutter contre les rongeurs qualifiés d'intermédiaires. Il faut protéger à nos domiciles nos repas, et tout comme dans nos champs, n'est-ce pas, où nous menons nos activités quotidiennes. La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique provoquée par un arénavirus nommé virus Lassa. Proche de la maladie à virus Ebola, il a été décrit pour la première fois en 1969 dans la ville de Lassa, dans l'état de Borno au Nigeria. C'est ce lundi que l'intersyndicale de l'éducation annonçait pour le début de son mot d'ordre de grève, un mot d'ordre dont l'avis a été officiellement déposé jeudi dernier dans la préfecture de Kindia. Là-bas, vous allez le constater à travers cet élément de reportage que les cours n'ont pas été perturbés dans les concessions scolaires ce lundi matin. Dans toutes les écoles sillonnées par nos reporters, les cours ont effectivement eu lieu, sauf le collège Sarakolea, où des individus ont lapidé l'établissement, perturbant ainsi l'évolution normale des cours. Reportage Aboubakar Silla. Les images parlent d'elles-mêmes. Ici, au collège Kindia 4 dans la commune urbaine, les cours n'ont souffert d'aucune anomalie ce lundi matin. Car dans toutes les salles de classe visitées, les élèves n'ont pas boudé les cours, encore moins les enseignants. Au collège Kindia 4, les cours ont été donnés dans les conditions les meilleures. Nous ne connaissons pas le mot d'ordre de grève ce matin dans notre collège. Et d'ailleurs, ces syndicalistes qui appellent à cette grève, nous ne les connaissons pas, nous ne les reconnaissons pas. Dans chaque classe, l'effectif des élèves présents rassure les encadreurs. Ce mot d'ordre de grève lancé par les centrales syndicales de l'éducation n'intéresse pas cet enseignant car il estime que le moment est très mal choisi pour perturber encore les cours dans les concessions scolaires. L'appel que nous avons à lancer au niveau des autorités de l'éducation, c'est de créer toutes les conditions nécessaires dans le cadre d'organiser les examens nationaux en bonne et due forme. Hormis le collège Kindia 4 au collège Fissa, dans cette école, les cours n'ont pas été perturbés aussi. Même constat au groupe scolaire privé Cheikh Anta Diop. Ce mot d'ordre de grève intervient au moment où les élèves guinéens en situation de classe s'apprêtent à démarrer les examens nationaux. À l'endroit des autorités éducatives, cette candidate lance un appel. Dans toutes les écoles visitées, c'est seulement au collège Sarakolea où les cours n'ont pas eu lieu à cause du comportement des loupards qui ont jeté des pierres sur l'établissement ce lundi matin. À Cancan, le mot d'ordre de grève de la FSPE, SNE et SLEG a été suivi ce lundi dans la plupart des écoles de la ville. Dans certains établissements, il n'y avait ni encadreurs, ni enseignants, encore moins d'élèves. C'est un constat fait par Alpha Marcoïta, notre correspondant régional, dans quelques écoles de la ville qu'il a pu sillonner. Au lycée Bonifindian Diabaté, même si le proviseur se réjouit de l'effectivité de la reprise des cours. Après la montée des couleurs, on a commencé la sensibilisation. Les élèves ont été orientés vers les classes. Au point de présence du corps professoral, il y avait 13 professeurs présents sur 16. C'est sans commentaire ici à Morfindia, tout se passe bien. Soutenu par cet élève, on avait biologie de 8h à 10h et mathématiques de 10h à 4h. Effectivement, les professeurs ont venu. Le constat dans les salles de classe montre tout le contraire. Dans cette autre classe de terminale, seules 7 jeunes élèves étaient présentes au moment de notre passage. Au collège Mourifindian, par contre, des salles de classe sont restées fermées. La direction de l'école aussi. Ici, encadreurs, enseignants et élèves ont brillé par leur absence. De là, direction le lycée-collège Almami Samouri Touré. Ici, seules quelques salles sont occupées par certains enseignants. Vous savez, c'est par programmation, 21 programmeurs à 8h, 10h, c'est le même 21 programmeurs 10h, 12h.
Il se trouve là que quand je suis sorti, je n'ai trouvé que quelques salles seulement fonctionnelles. Quand je prends la terminale maths, où il y a un professeur là-bas maintenant, là, en terminale expérimentale, il y a un professeur dans une 10e année. Et les autres professeurs n'ont pas répondu. Dans cette salle de la 10e année, Tamba Roger Milimono tient son cours en présence seulement de 3 élèves. Même si, alors, il y a un mot d'ordre de grève, mais nous avons à préparer des candidats et qui, dans quelques semaines, iront alors en salle d'examen. Donc il faut d'abord penser à ces enfants-là avant de penser à quoi que ce soit. Nous sommes restés parce que nous sommes souciés de nos BPC. Ousmane Mahfoud Yassil a fait la 12e année sciences maths. Faute d'enseignants, il révise avec ses amis de classe. Aujourd'hui, on est venu à l'école, nos professeurs ne sont pas venus. On a jugé nécessaire de réviser avec les amis dans la salle ici. À l'école primaire Falaï, le constat reste le même. Ici, salle de classe et direction de l'école sont hermétiquement fermées. Aucun encadreur ni enseignant, encore moins d'élèves n'étaient visibles sur les lieux. À la mairie de Matoto, l'heure est au bilan. Après 2 semaines de concertation, les autorités communales ont remis ce lundi à la délégation du comité exécutif des assises nationales un document synthèse. Les participants à l'élaboration du rapport se disent satisfaits et affirment avoir pris en compte les différentes préoccupations des habitants de Matoto. Compte rendu, Djenebemba Koulibaly et Abdoulaye Kamara. Dans la commune de Matoto, la plus grande des communes de Conakry, les assises nationales se sont tenues pendant 2 semaines. Pour le maire Mamadou Batos Camara, elles permettront au peuple de s'entendre afin de construire la Guinée de demain. L'objectif recherché aujourd'hui, c'est pour que les Guinéens puissent se donner la main. Personne ne viendra bâtir ce pays en notre absence. Il faut que les Guinéens se regardent en face, se disent la vérité, se pardonner et faire des propositions. Pour la déléguée du Comité national des assises, ce processus de réconciliation a été le moment pour les Guinéens de se mettre à table pour se parler face à face, parler des problèmes, des frustrations et toutes les incompréhensions pour qu'enfin le pays reparte sur de nouvelles bases. Ils ne se sont pas exprimés en insultant quelqu'un. On leur a demandé de dire ce dont ils souffrent et ils l'ont dit. Et ils ont fait des propositions. Personne ne nous a dit ici que jamais je ne me réconcilierai avec l'autre. Chacun a dit que je le dis pour me libérer. Selon le président communal des assises de Matoto, parmi 3000 personnes, seulement 16 ont besoin de réparation. Ce sont des personnes qui ont été victimes de violences post-électorales. Certaines, c'est des conflits domaniaux. Et d'autres aussi, c'est des problèmes qui sont liés avec l'État, des pertes en vies humaines. Donc tous ces cas sont dans le rapport. Ce processus de réconciliation a débuté depuis le 22 mars dernier. Des délégués sont déployés sur l'ensemble du territoire, même à l'extérieur du pays, pour recueillir les avis des Guinéens jusqu'au 29 avril prochain. Je vous le disais au sommaire, les populations de Douanti, dans le district de Kassonia, commune rurale de Manéa, ont battu le pavé ce week-end pour protester contre une présumée tentative de vente de leur seul unique marché. Elles ont barricadé pendant plusieurs heures la route pour se faire entendre. Yacouba Traoré et Ismaël Nabé y étaient pour nous. Suivez leur compte rendu. Les habitants de Kassonia réclament une meilleure amélioration de leurs conditions de vie. Selon eux, ils sont presque en manque de tout. Longtemps restés silencieux sur leur sort, il a fallu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des femmes vendeuses à la quête du quotidien ont retrouvé leur table brûlée par des individus le week-end dernier, ce qui a suscité leur colère. Ici, Douanti, nous demandons les chefs de venir nous aider. On appelle des hôpitaux. Là où il n'y a pas de gabrouillard, mais il n'y a pas de courant d'abord. Au marché, le petit marché que nous nous sommes débrouillés pour nous cesser le manger, ils ont venu brûler ça. Ils ont vendu ça. On demande les chefs de venir nous aider. Informé, le maire de la commune rurale de Manéa a pris son bâton de pèlerin pour écouter ses citoyens. Il y a eu mauvaise communication, selon Abdoul Zator. Si ceux qui avaient charge d'interpréter ces informations les passaient normalement, ils n'allaient pas avoir de problème, puisque ce n'est que le travail bien fait. On veut démarrer pour elle. Au grand mot, les grands remèdes. Le maire affirme a priori que les femmes auront un marché aménagé dans un bref délai avant d'évoquer d'autres promesses. C'est pour le marché et on s'est compris.
on va engager les travaux. Il y aura des hangars, il y aura la latrine, il y aura, disons, le bureau de l'administration du marché et il y aura des kiosques qui vont entourer le marché. Mais tout ne se fait pas en un temps. Kassonia est un district qui presque manque de tout. Pourtant, c'est une zone favorable au tourisme, aux loisirs et au divertissement. Choses qui peuvent considérablement améliorer les conditions de vie des populations si les ouvrages de franchissement y sont réalisés. Alpha Condé est-il vraiment libre de tous ses mouvements? Son parti, le RPG Arc-en-Ciel, risque-t-il une explosion? L'ancien président a tout de même eu ses premières audiences ce dimanche, mais depuis, des spéculations vont bon train dans la cité. C'est dans ce sens que notre rédaction a interrogé des éditorialistes et analystes politiques qui commentent aussi cette actualité. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Souma. La libération de l'ancien président Alpha Condé, renversé par un coup d'État militaire le 5 septembre dernier par le colonel Mamadi Doumbouya, pose débat. Cette libération à moins de 72 heures de la date fatidique du 25 avril, délai de rigueur imposé par la CEDEAO à la junte pour produire un calendrier consensuel en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, en est tout de même un autre débat. C'est du moins l'avis des analystes et éditorialistes. On peut tirer deux enseignements majeurs. Le premier enseignement, c'est qu'il n'est pas, l'acte n'est pas insoupçonné de la stratégie des militaires à avoir l'indulgence de la CEDEAO à alléger sa sanction contre la Guinée. Le CNRD pose comme acte ces derniers temps est lié un peu à cet ultimatum de la CEDEAO. L'ultimatum de la CEDEAO a peut-être contribué à la libération de l'ancien président Alpha Condé, mais celle-ci intervient alors que plusieurs de ses anciens cadres sont incarcérés. À peine libre, Alpha Condé a eu ce dimanche ses premières audiences avec des cadres du RPG Arc-en-Ciel et alliés. Au sein du RPG, il y a des gens qui acceptent que Kassori tienne les rênes du parti jusqu'au Congrès, et il y a d'autres non. Alpha Condé est arrivé et a désormais pris la place qui lui est réservée de droit dans le parti. Alpha Condé, au cours de cette rencontre, aurait laissé croire qu'il n'était pas informé de la convention qui a désigné le comité exécutif provisoire. Le risque d'effondrement du parti RPG est-il évident? Alpha Condé, lui, demande à ce que le parti soit élargi aux alliés. Sa libération ne peut suffire à elle seule pour éviter au CNRD une sanction, laisse-t-on entendre. Une dizaine de migrants guinéens vivant en Europe se plaignent d'avoir été arnaqués par un jeune Guinéen du nom de Ibrahima Baldé. Ils ont perdu plus de 100 000 €. Ces jeunes estiment qu'il est en complicité avec ses parents et manque de possibilités pour mettre le grappin sur lui. Notre reporter Fatoumata Bintabari s'est intéressé au sujet. Suivez. Des détails de transfert d'argent, des reçus de virement ou encore des attestations de reconnaissance de dette. Ibrahima Baldé ne manque pas de preuves falsifiées pour soutirer de l'argent à ces migrants guinéens et même ceux vivant en Guinée. En écoutant ces victimes, surtout en parcourant les preuves, l'on se rend compte qu'ils profitent de leur magnanimité pour arriver à ses fins. Cette victime qui a requis l'anonymat a reçu cette version. Ibrahim m'avait appelé ici. Il me dit que sa mère est gravement malade. Elle a le cancer du sein. Elle doit être évacuée au Maroc pour subir des opérations. Et tellement que j'étais attristé, je lui ai donné le compte bancaire. C'était le compte bancaire d'un Italien. Cette compassion lui sera fatale plus tard. L'Italienne est rentrée en Italie. Il me dit telle somme, telle somme, telle somme, telle date. L'argent n'est pas rentré. Je dis non, c'est pas possible. Ces victimes sont dispersées dans diverses régions du monde. La Guinée, le Maroc, l'Espagne, la France et autres. La plupart est une connaissance et d'autres de nouvelles rencontres qu'il a su manipuler puis tromper. Ibrahima Baldé serait en complicité avec ses parents. Peut-être la seule personne qui n'est pas complice, c'est son père. Après ça, c'est entre guillemets. Mais sa maman aussi, elle soutient un peu l'affaire de son fils. Elles sont 11 victimes à être recensées. Elles se sont constituées aujourd'hui en collectif pour poursuivre la démarche en enregistrant une perte de plus de 100 000 €.
Les plaintes portées contre lui pour escroquerie n'auront aucun effet à l'extérieur du pays. Alpha n'a qu'une seule option. Plus tu parles avec lui, plus il gagne le temps, il essaie de mentir tous les jours ou bien te manquer de respect. Du coup, il faut mieux le mettre à côté et faire ce que tu as à faire. Chez nos confrères du site africaguinée.com, Ibrahima Baldé refute les accusations d'arnaque portées contre lui et dénonce une cabale orchestrée à dessein pour le dénigrer. Toutefois, il rassure de rembourser ses créanciers. Ses présumés complices ont été arrêtés à Conakry et placés en détention à la maison centrale. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, les 72 heures du livre est une occasion pour les auteurs de présenter de nouveaux ouvrages. Ce samedi, par exemple, 3 livres ont été dédicacés au Palais du Peuple. Fatoumata Bintabari commente les images de Kierno Sadouba. Il s'agit de Femmes de Guinée, Osons et Ôtons les oreilles de Dr Dialikatou Diallo et Demain mon pays de Fodé Cissé et Chronique migratoire et organisation sociale d'un peuple soniqué du Oulada. Dr Dialikatou Diallo dit avoir écrit ce livre pour inciter les femmes à prendre leur destin en main. Mon co-auteur, M. Bakari Saraya Diaby et moi-même, nous avons fait cet ouvrage pour saluer les efforts de la femme guinéenne et celle d'ailleurs dans le développement socio-économique de notre nation, mais aussi en les incitant à redoubler d'ardeur dans le travail, dans le noble combat que nous menons. Ancienne ministre et ancien député, l'auteur salue les efforts fournis par les autorités dans le cadre de l'intégration des femmes. Et nous n'avons pas manqué de saluer justement les dispositions prises par les nouvelles autorités de la transition quant à la représentativité des femmes au niveau du gouvernement, au niveau du CNT, où leur nombre n'est pas négligeable. Dans le 3e ouvrage, Ladi Fodé Moussa Nabé retrace l'histoire des Soniqués. Nous parlons le malinké comme tous les autres, mais nous sommes différents d'eux. Quels sont les noms qui sont apparentés aux Soniqués en Guinée? Vous avez les Bakayoko, vous avez les Bayo, vous avez les Baro, vous avez les Bachili, vous avez les Diabira, vous avez les Sissé, vous avez les Doukouré, vous avez les Dramé, vous avez les Doukara, Sano, vous avez les Kaba Diakité, vous avez les Six Savanés, ainsi de suite. La 14e édition des 72 heures du livre est placée sous le thème Sauvegarde du patrimoine et paix sociale. Elle prend fin ce lundi. Kaba Diawara face à la presse ce lundi, le tout premier contact avec les médias depuis sa nomination. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale a évoqué les chantiers qu'il compte entreprendre avec le Sili national. Il compte surtout apporter du sang neuf au sein de cette sélection guinéenne dans les prochaines échéances. Le point, c'est avec Mohamed Sissé et Aboubakar Kekebangoura. Quelques heures après sa nomination au poste de sélectionneur du Sili national par le comité de normalisation, Kaba Diawara a conféré cet après-midi avec les journalistes. Des ambitions, l'ancien attaquant de Guinée n'en manque pas. Il veut épurer le groupe afin d'apporter quelque chose de nouveau. Le projet déjà, il a été mis un petit peu en place à la CAN. C'était de mettre une équipe de plus en plus jeune, de repartir sur des bases saines avec de la discipline, de la rigueur, du travail, des choses qui, à mon sens, ont toujours manqué un petit peu à notre équipe nationale. Pour ce qui concerne son diplôme, Kaba Diawara a tenu à éclairer les lanternes. Il est revenu notamment sur l'historique et l'opportunité qui lui a été offerte depuis 2010. Mon diplôme, il est ce qu'il est. Je veux dire, moi, j'ai lu FAA. Mais pour en revenir à faire un petit peu l'historique, je vais vous parler d'une histoire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Mais si j'étais un opportuniste et si je voulais prendre l'équipe sans diplôme, j'aurais pu le prendre déjà depuis 2010. Un soir sur Paris, il y a le président Salifou et le ministre des Sports à l'époque, Bantamasso, m'ont proposé l'équipe. Alors que je sortais à peine de ma carrière, je n'avais pas de diplôme. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai préféré faire de la formation. Selon le comité de normalisation de la FEGIFOOT, Kaba aura présenté un bien meilleur projet sportif parallèlement à ses concurrents. Dans le dit projet figure l'attraction des joueurs binationaux. Le nouveau patron de l'équipe nationale de Guinée
annonce de bonnes nouvelles quant à la naturalisation de Mouktar Diakabi. Changement à la FIFA, et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire avec la fédération. Donc, Inch'Allah, il sera avec nous au mois de juin. Après une Coupe d'Afrique des Nations morose au Cameroun, Kaba Diawara espère s'appuyer sur la performance des joueurs pour vite réhabiliter la confiance entre les supporters et l'équipe nationale. Le journal se poursuit à présent l'angle. Les habitants de Kassinguia, dans la sous-préfecture de Mania, vivent depuis quelques années la peur au ventre. La cause est la présence au sein de leur localité d'une carrière de granit exploitée par des opérateurs chinois, le dynamitage des blocs de pierre pour obtenir la matière première pour la carrière provoque des fissures sur les murs des habitants qui invitent l'État à délocaliser cette unité. C'est un reportage grand format signé Idrissa Bari à Maralex Silla. Kansigea est l'un des secteurs de Mania dans la préfecture de Koya. Ses habitants vivent dans l'angoisse en raison de la présence dans leur zone d'une carrière de granit en exploitation. Lors des opérations, les responsables de cette mine procèdent souvent à des explosions pour trouver la matière première. Cela n'est pas sans conséquence sur les maisons des habitants. Quand ça explose, on a l'impression que c'est un tremblement de terre. Les maisons même tremblent. De là où nous sommes, nous le sentons. Adamaba est mère de famille avec plusieurs enfants. Elle affirme que cette carrière ne peut pas continuer à être exploitée dans cette zone désormais habitée par des milliers de personnes. Sa crainte, c'est comment faire avec les enfants qui partent souvent à l'école lors des opérations de dynamitage. Désormais, nous sommes très nombreux avec des enfants. On ne peut pas toujours quitter. Parfois, les enfants sont à l'école et nous ne sommes pas là. Donc, que vont faire les enfants? Voici à quoi ressemble la nature lors des opérations de dynamitage pour récolter les gravats de granit. Pour aujourd'hui, là, ça vibre fort. Avant chaque lancement, les responsables de la carrière accompagnés des services de sécurité viennent souvent obliger les habitants à sortir de leur maison pour limiter les dégâts. Une attitude que déplore M. Bittard qui habite à proximité de cette carrière. Une fois j'ai pris les Chinois ici, je les ai amenés chez moi là-bas, je leur ai dit, on ne veut pas gâter votre business, nous on ne gâte pas votre business, ne gâtez pas notre business. Nous on construit quelque chose, vous vous désagrégez pour faire votre activité. Vous voyez tout ce que vous engendrez comme anomalie autour de vous et vous êtes encore en train de continuer à faire la chose. Mais comme nous on n'a pas de force, on va se remettre à Dieu. Toute la population, une fois ils sont venus même, ils ont fait la bagarre avec eux, il y a eu des blessés avec les Chinois et tout ça, les gens qui sont en haut là. Parce que tout ce qu'ils ont comme habitation, tout est dégradé. Mais ça ne dérange personne, c'est ce que je ne comprends pas. Conséquence, plusieurs bâtiments se sont fissurés et des toits ont subi des perforations à la suite des fuites de pierres projetées pendant les explosions de la carrière. Une réalité qui irrite cette dame fonctionnaire qui a investi toute son économie dans la réalisation de sa maison. Un fonctionnaire qui met toutes ses dépenses dans la construction, tu viens, tu loges avec ta famille et on se dit encore de quitter dans la maison pour aller sur la route parce qu'ils veulent frapper. Hein? Où on va? Nos maisons sont fissurées, qui va réparer? On ne sait pas. Cette activité est faite 2 fois par semaine sans plaignent les riverains. Ils disent avoir mené plusieurs démarches pour réclamer la délocalisation de cette carrière en vain. Les habitants sont nombreux. Ce que nous demandons à l'État, c'est de nous trouver une solution pour délocaliser cette carrière si possible, pour ne pas qu'on se retrouve un jour avec des cas de mort parce que les maisons sont déjà touchées. Boubacar Diallo gère un petit commerce au marché de Kansigea perché sur la colline qui constitue la zone d'approvisionnement de la carrière située à Naval. Il vit dans cette communauté depuis plusieurs années. Il était là quand tout a commencé.
Ils nous ont dit que c'est une usine de biscuits. Après l'arrivée des matériels, ce sont les explosions que nous avons découvertes. Après, on a demandé le motif avec les autorités locales. Ils ont falsifié les documents en nous disant que c'est toujours Anko 5 qui opère. Finalement, à notre étonnement, après 56 ans, on a vu quelqu'un qui est venu nous dire que lui, il a payé avec les Russes. Ils sont venus dire aux gens de ne pas mettre tôle, de ne pas faire les briques, c'est ceci, c'est cela, que c'est pour eux. Et nous, on sait qu'on a nos plans de masse, on a nos permis de construction. Nous, on n'a rien dit, on a continué sur nos travaux. Tout comme les habitants sur la colline, ceux qui sont aussi en aval de la carrière dénoncent les mêmes situations. Entre bruit assourdissant, suite aux détonations et les envolées de poussière, ces citoyens accusent les responsables de la carrière de les exposer à des maladies pulmonaires avec la pollution de l'air. Le niveau sonore ici est insupportable pour l'homme. Sans compter que vous avez aussi la poussière de granit qui se dépose dans le corps de l'homme, dans les bronches. Et ça diminue tous les jours la capacité de respiration de la population. Pour se rendre compte de l'impact des détonations et de l'envolée de la poussière, il suffit de voir les toits des maisons autour de la carrière. Jusque-là impuissants, les citoyens impactés par cette exploitation de la carrière de granit invitent les autorités à agir pour sauvegarder la santé des populations et sauver l'environnement. Quand vous voyez tout ce que je viens de citer en termes d'incidents, accidents mortels et la dégradation des bâtiments autour, on peut pas, une activité ne peut pas détruire toute une population. Le gros bon sens le dit comme ça. Mais c'est aux forces publiques, c'est surtout aux nouvelles forces publiques de prendre des actions à ce niveau-là. Parce que c'est leur rôle, c'est leur raison d'être autour des populations, de voir quels sont les risques de santé, quels sont les risques d'accident pour protéger les citoyens. Dans un souci de recoupement, nous avons essayé d'avoir la version du promoteur de la carrière qui nous a donné un rendez-vous. Mais le jour J, toutes nos tentatives d'appel sont restées sans réponse. Voilà, ici la fin de ce journal réalisé par Antoinette Dédé Onivogui grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé. Merci de votre fidélité au programme d'Espace TV. Bonsoir.